Bonjour à tous et bienvenue en direct du plateau de Télé Veto Inside sur le congrès AVAC Lyon 2024. La bronchoscopie, vaste sujet. Quand y avoir recours? Je vous propose d'en discuter avec ma consoeur, le docteur Fanny Bernardin, spécialiste en médecine interne qui y a souvent recours. Elle va vous donner quelques trucs, astuces et conseils pour faire de la bronchoscopie avec succès, Fanny. Bonjour Fanny. Bonjour Valérie. Bon, chez des patients chiens ou chats, est-ce qu'il y a des patients types chez qui tu es amené à réaliser une bronchoscopie? Il y a peu de patients types, mais en réalité, chez le chien, par exemple, on va aller explorer toutes les anomalies du larynx, les dyspnées obstructives, les bruits respiratoires, les collapsus trachéaux, les bronchites chroniques, et puis tous les corps étrangers respiratoires. Et chez les chats aussi, ouais. Chez le chat aussi. Chez le chat, ça va être beaucoup le tousseur chronique, l'asthmatique, bronchite chronique. Il y a des corps étrangers aussi. Le chat est un grand champion pour inhaler des grains de litière, par exemple. C'est pas mal, en effet. Ouais, c'est pas mal. Il y a des bonnes pratiques que tu pourrais nous partager, justement, avant de réaliser une bronchoscopie. Pour nous donner quelques petits trucs et astuces, comme on dit, les tips, c'est la tendance. Il faut être prêt. Il faut être prêt, ça veut dire qu'il ne faut pas être seul. Il faut avoir quelqu'un pour surveiller l'animal. Il ne faut pas oublier qu'à l'inverse d'une endoscopie digestive, on va intervenir sur un patient qui n'est pas intubé, donc qui va avoir des voies respiratoires fragiles, perméables. Et donc, il faut une anesthésie de qualité sur un patient stable pour pouvoir avoir un examen de qualité qui se passe bien. Tu dis anesthésie de qualité parce qu'il y a des anesthésiants qui paralysent le larynx et c'est un vrai souci? Oui, ça fait partie des soucis qu'on peut avoir sur des examens endoscopiques respiratoires, sur le chien notamment. On va évaluer beaucoup la fonction laryngée. Est-ce qu'on a des mouvements d'abduction corrects? Et il y a beaucoup d'anesthésies qui vont jouer dessus. Alors, on a des astuces. On peut utiliser certaines molécules qui vont stimuler des mouvements respiratoires profonds pour stimuler ces mouvements respiratoires. Mais il faut faire attention à ces protocoles, c'est évident. Et chez les patients asthmatiques, tu as une recours en particulier à partager avec nous? Le patient asthmatique, le chat, donc il faut se tenir prêt au bronchospasme, c'est-à-dire qu'on sait que les chats, et notamment les chats qui ont une atteinte inflammatoire des voies respiratoires profondes, vont, dès lors qu'on va arriver avec notre matériel dans la trachée à la bifurcation, avoir des spasmes bronchiques, avoir des phases de cyanose. On va devoir interrompre l'examen, l'intuber, l'oxygéner, y retourner. Et donc, si on n'est pas prêt à ça avec des bronchodilatateurs, avec de quoi l'intuber, les choses peuvent très mal se passer. Quand je t'écoute, j'ai presque envie de croire que tout est une question de compétences plus que de matériel, mais c'est très provoque ce que je dis, parce que le matériel quand même joue un rôle qui est loin d'être neutre, mais la compétence c'est quand même un des très gros facteurs de succès. Il y a une question d'expérience, de courbe d'apprentissage. Je pense qu'il faut commencer par les endoscopies les plus simples, du nasopharynx, du larynx, et puis on s'engouffre vers la trachée, et puis on finit par les bronches. Mais effectivement, se lancer sur un lavage broncho-alvéolaire, par exemple, alors qu'on a peu d'expérience, ça peut être dramatique. Alors, si on parle d'années d'expérience, combien de temps il faut pour le maîtriser, cet examen à peu près? Je ne donnerai pas mon âge, mais il faut quelques années. Ouais, mais bon, tu es plus jeune que moi, tu peux le donner. non, mais combien de temps à peu près? C'est plus qu'une question de temps, c'est une question de nombre d'examens qu'on va faire. Je pense qu'il faut d'abord s'habituer à faire des examens sur des patients sains. Avoir une idée de l'image qu'on peut avoir, des réactions qu'on peut avoir des voies respiratoires, de la muqueuse. Et puis ensuite, une fois qu'on est à l'aise avec le patient sain, basculer vers des atteintes comme la paralysie laryngée, qui reste relativement superficielle, puis différents degrés de collapsus trachéal, par exemple. Le chat reste toujours beaucoup plus compliqué que le chien. Alors, il y a aussi des contre-indications à réaliser des bronchoscopies. Est-ce que tu pourrais nous indiquer les contre-indications majeures? C'est des questions de logique. Dès que le patient est trop instable, on ne va pas aller l'endormir et aller visiter ses voies respiratoires. Sur des patients qui ont de l'œdème, qu'ils soient cardiogéniques ou non, sur le cardiogénique, aucun intérêt à aller en endoscopie, vous imaginez bien. Mais sur un patient qui a peut-être des troubles de la coagulation ou qui est en grande dyspnée, on va éviter d'aller en endoscopie, sauf si la dyspnée est liée à un corps étranger et qu'il faut aller l'enlever pour le sauver. Bon, question de veto naïve. La bronchoscopie, est-ce qu'elle est diagnostique ou alors est-ce qu'en général, il faut quand même avoir recours à des examens complémentaires comme le lavage broncho-alvéolaire ou alors le scanner? Elle est à la fois diagnostique et elle est même
souvent thérapeutique, cette bronchoscopie, sur certains corps étrangers par exemple. Mais elle peut ne pas suffire effectivement, et dans ces cas-là, on a besoin du scanner, on a besoin du lavage broncho-alvéolaire, parfois de certaines cytoponctions éco-guidées, de l'échocardiographie pré-anesthésique. Donc c'est un ensemble d'examens qu'on va utiliser pour avoir un faisceau d'arguments et comprendre ce qui se passe chez chaque patient. Merci beaucoup Fanny, en tout cas pour tes lumières. Et puis donc il faut se former. Oui. Et il faut parfois se former. Alors pour se former, qu'est-ce que tu conseilles aussi au veto? Est-ce qu'il faut se faire accompagner parfois? Ah oui. Toi, tu as fait comment concrètement? Ah, moi, j'étais biaisée. J'étais en résidence. J'ai appris en étant encadrée. Et je pense que c'est en étant encadré qu'on apprend le mieux. Que ce soit par les fournisseurs de matériel qui proposent certaines formations, que ce soit par des associations qui aident les vétérinaires, ou que ce soit par des vétérinaires spécialistes qui proposent leurs services à titre individuel pour aider, pour former, pour venir en clinique. D'accord, merci beaucoup Fanny en tout cas pour ce partage. Et j'espère que vous aurez apprécié justement ce retour d'expérience sur la bronchoscopie, les petits pièges et puis surtout comment vous améliorer en bronchoscopie. En tout cas, on se retrouve très vite sur Veto Inside pour de l'information vétérinaire. Allez, à bientôt.